Bonjour, vous assistez aux rencontres éditeurs du Salon du Livre d'expression populaire et de critique sociale. Nous sommes confinés et l'édition 2020 a donc lieu en version digitale. Dans quelques instants, je vais échanger avec Simona Gabrielli, fondatrice de la maison d'édition Alif Bata. Mettre en avant les voix de la bande dessinée du roman graphique issu du monde arabe, c'est la mission de cette maison d'édition indépendante basée à Marseille. Alif Bata, le nom musical et incantatoire, ne signifie pourtant rien de plus que les 3 premières lettres de l'alphabet arabe, Alif, Ba, Ta. Comme si une maison libanaise, par exemple, s'appelait ABC, en quelque sorte. Dans les 3 derniers titres de la maison, il est question de vie quotidienne au Liban et d'hommage à la figure maternelle, de croyances et superstitions dans les rues de la Médine algéroise, de survie dans le Maroc des années 40-50. Style, propos, ambiance, message, la diversité et la pluralité sont au cœur du travail d'Alif Bata. Simona Gabrielli, bonjour. Vous avez créé cette maison en 2015. En fait, à partir de quel constat, avec quelle volonté? Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu la naissance d'Alif Bata et de sa ligne éditoriale? Oui, alors bonjour Tara, merci pour cette invitation en interview en ligne. Alors Alif Bata est un projet éditorial qui naît en 2015 et qui s'inscrit dans une démarche associative, dans le sens que Alif Bata est une association à la base qu'on avait créée en 2012 et comme justement l'indique son nom, donc Alif Bata, c'est les 3 premières lettres de l'alphabet arabe. Un constat qui est celui justement que le monde arabe, on le connaît peu, on le connaît mal, à travers les médias qui véhiculent des informations souvent très réductrices et très stéréotypées. Et du coup, la volonté de mettre notre petit grain pour contribuer à mieux le faire connaître. Cela est un peu lié à mon parcours individuel d'études aussi. Moi, je viens d'études du langue arabe, monde arabe, et je me suis beaucoup dédiée dans mes recherches à la place octroyée à la langue arabe et aux connaissances du monde arabe ici en France, et à l'image véhiculée à la construction de l'islam dans les médias français. Oui. Du coup, les constats qui sont à la base de ce projet sont là, viennent d'une longue expérience déjà d'intérêt et d'études. Et du coup, à un certain moment, on a beaucoup travaillé avec l'association on a œuvré plus dans l'interculturel. On a beaucoup mené des activités pédagogiques interculturelles avec un jeune public jusqu'en 2014. Et en 2015, on a donné vie au projet éditorial un peu qui naissait du même constat et des mêmes envies. D'un côté, c'était montrer la richesse de la littérature en langue arabe, aussi pour casser un peu l'équation très souvent présente de langue arabe égale religion musulmane. Eh bien non, il y a plein d'histoires qui se racontent en langue arabe. La langue arabe aussi est une langue qui est très peu traduite en français et pas qu'en français, tandis que la langue arabe est la 2e langue parlée en France. Il y a beaucoup l'envie d'enrichir ce flux de traduction. Et en plus, l'envie de faire découvrir des histoires racontées par des auteurs qui vivent dans ces sociétés, qui en connaissent les enjeux sociétaux, qui connaissent les transformations que ces pays sont en train de vivre, et de proposer justement au lectorat francophone dans le spécifique qui connaît très peu ces pays. Justement, l'idée c'était de faire un pas de côté et de proposer des histoires, des témoignages, des points de vue qu'on ne connaît pas beaucoup, parce qu'il y a beaucoup d'auteurs qui s'approprient de plus en plus des histoires ou qui racontent de plus en plus d'histoires liées à cette région du monde, mais c'est souvent des auteurs qui sont européens et qui donc sont porteurs d'un point de vue qu'on connaît déjà, notre point de vue assez eurocentré, qui est propre à nos contrées, donc on connaît. Et l'intérêt, c'était celui de faire circuler des nouvelles histoires et nouveaux témoignages. Et en plus de histoire traduite de l'arabe, signifie aussi histoire écrite pour un public arabophone. Donc, du coup, c'est vraiment une ouverture vers quelque chose, une création nouvelle pour nous. Et oui, ça, c'est vraiment le constat à la base du projet. Oui, effectivement. Et quelle est la place dans le monde arabe? Parce que nous, vous disiez occidentaux, c'est vrai qu'on a la BD franco-belge, surtout dans cette partie de l'Europe. Quelle est la place de la bande dessinée, du roman graphique dans le monde arabe?
Alors, la bande dessinée a une très longue histoire, mais c'est surtout qui s'est écrite surtout dans les revues des magasins pour enfants. Donc, du coup, la BD est quelque chose qui est vraiment associé à la littérature à jeunesse, aux enfants, au public enfant. Depuis surtout une dizaine d'années, des collectifs qui sont en train d'essayer de faire connaître ce genre littéraire qui n'était pas vraiment connu. La caricature et le dessin de presse, c'est quelque chose qui existe depuis toujours aussi, de très, très, très présent. Tandis que la bande dessinée, le récit graphique, pour adultes est assez nouveau. Et dans toutes les grandes capitales hein, des pays arabes, il y a des collectifs. Donc, Samandal au Liban, par exemple, né en 2007 est un peu le précurseur. En 2011, il y a Tok Tok qui s'est créé au Caire, en Égypte. La même année, il y a Lab 619 en Tunisie. Et en 2013, il me semble, il y a Skef Skef qui est né à Casablanca. Et plus récemment aussi, il y a Masaha en Irak qui est né. Donc, du coup, c'est des collectifs qui sont beaucoup en synergie aussi et qui proposent et qui sont des plateformes pour faire connaître ce genre littéraire et qui sont beaucoup dans l'autoproduction aussi, souvent, et qui essayent de se diffuser de façon, disons que de façon pas chère aussi. Donc, du coup, qui proposent des fanzines, des magasins qui sont pas très chers pour inciter, pour s'ouvrir à un plus large public. Voilà, une circulation un petit peu plus naturelle que le côté livre, cartonné, etc. qu'on a. Donc, en fait, c'est quelque chose, on peut dire, un moyen d'expression tel qu'on en parle beaucoup, du roman graphique et de la bande dessinée pour adultes, quelque chose donc d'assez récent dans le monde arabe, mais qui est en train de se répandre, comme vous venez de le dire, et de se cohéser d'un bout à l'autre, du Maroc au Liban. Il y a une vraie dynamique autour de cette recherche. Oui, il y a une vraie dynamique, il y a une vraie solidarité ou quand même circulation d'idées, de personnes parce que les gens des collectifs se rencontrent aussi, ils créent des occasions pour se rencontrer. Et disons, c'est aussi en 2015, à partir de 2015, il y a eu aussi un événement assez important au Caire. Il y a eu le premier festival de bande dessinée arabe dans un pays arabe qui a permis aux auteurs des différents pays de se rencontrer. Et j'étais au Caire à cette occasion et pendant 4 jours, il y a eu toute une série de rencontres, tables rondes où les auteurs ont pu témoigner, parler de leur contexte, chacun dans son pays, témoigner de leur travail et aussi discuter et échanger sur un vaste nombre de questions, comme par exemple, peut-on parler de bande dessinée arabe? Parce que justement, le monde arabe est un monde vaste, les pays sont nombreux, les enjeux ou les réalités politiques, sociales sont très différentes. L'accès aux livres ou plutôt que la culture de la lecture et du livre à papier, c'est quelque chose qui diffère d'un pays à l'autre. Et après, on a logiquement l'enjeu de la langue. La langue arabe est une langue, il y a la langue arabe écrite qui est une langue commune à tous les pays, c'est la langue de la au niveau oral, la langue parlée, c'est la langue dialectale, les dialectes qui puis varient de vallée en vallée, de région en région, déjà à l'intérieur d'un pays. Mais par exemple, entre Moyen-Orient et les langues moyennes orientales sont comprises partout, il y a des diversités, des difficultés. Donc, peut-on effectivement parler de bande dessinée arabe? Ça, c'est une question qui touchait beaucoup les auteurs. Et puis, bon, je tiens à dire que la bande dessinée est aussi une littérature importante à mon avis parce que justement, c'est un espace d'expression écrite de la langue parlée. Jusqu'à maintenant, la langue écrite était la langue arabe standard. Et les auteurs de bande dessinée s'approprient la langue parlée, écrivent dans la langue parlée. Et ça, c'est vraiment quelque chose de révolutionnaire, presque. D'accord, oui, c'est très fort, symboliquement, entre les différents pays et les différentes régions. C'est un message très fort qui est exprimé.
Oui, c'est aussi, à mon avis, une grande. Quand je parle de révolutionnaire, c'est parce que le contrôle de la langue et la centralisation de la langue est un enjeu très important politiquement parlant. En France aussi, ça a été à une autre époque maintenant. Mais du coup, l'appropriation, l'utilisation du dialecte, c'est vraiment le fait de libérer la parole. C'est libérer la parole, à mon avis, c'est tu parles comme tu penses, c'est une sorte de multiplication de points de vue aussi, et c'est une gifle à la pensée unique, celui du contrôle de la pensée et de la volonté qu'une pensée unique et un gros contrôle social, une pensée unique règne. Est-ce que la bande dessinée, justement par rapport à ce que vous pointez là spécifiquement au niveau des langues et de la fonction du langage, est-ce qu'on peut distinguer la bande dessinée, en tout cas dans le monde arabe spécifiquement, d'une fonction politique, documentaire et engagée? Est-ce qu'il peut y avoir de la bande dessinée légère comme on aurait un Astérix chez nous? Mais oui, je pense qu'il y a vraiment une grosse panoplie. On peut assister un peu à tout et, oui. Après, la bande dessinée, c'est vraiment quelque chose qui s'approprie en terrain qui est le terrain du quotidien. Donc, de la vie de tous les jours, des questions de tous les jours. Et cela, déjà, a un impact politique très fort. Mais non pas parce que les sujets traités sont forcément politiques. On ne parle pas de politique, mais on parle des petites choses qui font le quotidien. Oui. Et cela a une valeur politique très, très, très fort. Sans qu'on soit vraiment dans la bande dessinée engagée. Parce que puis après, oui, c'est ça. Et puis après, il y a un grand cas de figure dans toutes les histoires qui peuvent être traitées. Après, on est aussi, oui, il y a vraiment une grande complexité. Mais moi, je dirais, personnellement, mon point de vue, hein, qu'il y a une fonction sociale très importante sans qu'il y ait une volonté de faire de la bande dessinée politique, par exemple, ou documentaire. Mais ce qu'on traite en bande dessinée a une valeur documentaire. C'est une autre mécanique, en fait, c'est une autre manière de considérer justement l'engagement politique et documentaire. C'est de partir un petit peu dans l'autre sens, de partir du quotidien pour aboutir à quelque chose de politique plutôt que d'être dans une volonté absolue de délivrer un message, etc. Il se délivre de fait, en fait. Oui, je pense que c'est ça. Oui, je pense que c'est ça. Puis après, le contexte politique joue. Je pense qu'il y a eu ce qui s'est passé en 2011 a quand même permis de libérer la parole, a quand même permis aux auteurs, je pense, de se lancer dans des aventures aussi éditoriales et de publier. Et d'oser publier, je pense que cela a joué. Mais je sais aussi j'ai entendu un tas d'auteurs parler et dire qu'ils n'avaient aucunement envie d'être, endosser le rôle, non, de porte-parole d'une ouverture ou d'une libération politique. Oui. Donc, du coup, il n'y a pas forcément l'envie de l'auteur engagé, mais on a envie de dire et on a un tas de choses à dire qu'on ne disait pas avant. Et puis après, il y a plein d'auteurs, donc du coup, il y a plein de sensibilités différentes, plein d'intentions. Et la bande dessinée est encore assez jeune, comme ça, il n'y a pas encore assez, je pense, de production pour qu'on puisse commencer à la différencier et créer des catégories. Selon vous, comment se fait-il que, justement, vous disiez que c'était récent, la bande dessinée, entre guillemets, hein, dans le monde arabe, comment ça se fait qu'elle soit si peu représentée en dehors de quelques noms phares hein, qu'on connaît tous dans le monde occidental, qui a un petit peu deux, trois dessinateurs, illustrateurs, graphistes, notamment libanaises en particulier. Mais sinon, en dehors de, voilà, pour beaucoup de Français, la bande dessinée arabe, c'est des illustratrices libanaises et deux qui sont connues. Alors, vous parlez de Zeina Bielash et de Mazen Kerbaj, qui était
J'avais Zeina Beracheb en tête et pas libanaise mais iranienne, Marjane Satrapi. Je crois qu'elle est iranienne. Ah, qui est Voilà. iranienne. Oui, oui, oui. Mais c'est vrai que, par exemple, quand on a commencé le projet Alif Bata, il n'y avait pas d'éditeur qui avait traduit de l'arabe. Et en France, il y avait Zeina Birache et des Mazen Kerbaj, deux Libanais qui avaient été publiés. C'était des ouvrages qui étaient francophones, en français, pas traduits de l'arabe. Alors, du coup, je pense que si on parle de production arabophone, je pense que l'écueil de la langue existe, et là, hein. La langue arabe, justement, n'est pas beaucoup connue encore, n'est pas très connue ici. Il y a peu de maisons d'édition qui publient de la bande dessinée. Il y en a maintenant quelques-uns, mais encore quand j'ai commencé en 2015, il n'y avait pas. Justement, les auteurs se auto-publiaient, se auto-produisaient, souvent sous forme de collectif. Donc, on était aussi dans un circuit de diffusion du livre très informel et très underground. Et on ne trouve pas des bandes dessinées en librairie. On ne les trouve pas, un éditeur français ne le trouve pas sur des catalogues en allant sur les sites des éditeurs et en voyant les catalogues. Moi, par exemple, pour découvrir toute la scène de bande dessinée, quand j'ai commencé le projet, moi, j'ai passé une année, j'ai sillonné les pays arabes. Justement, j'étais allée à la première édition au Caire du festival de bande dessinée arabe. J'étais allée à Alger, où il y a le plus ancien salon de la bande dessinée, dans un pays arabe, c'est le FIBDA, le Festival international de la bande dessinée d'Alger. Puis après, j'avais connu Léna Merhej, qui est donc du coup la première publication, le premier livre publié par Alif Bata. Donc la rencontre avec Léna, la publication de Léna, on en parlera après, mais m'a amené à Beyrouth. Et à Beyrouth, j'ai connu les auteurs du collectif Samandal et j'ai connu toutes les personnes. C'est beaucoup avec les rencontres que sont nées les publications d'Alif Bata. Mais c'est vraiment, ça a été le fait d'être sur place et de pouvoir dénicher toute l'autoproduction en petits format, en petites fanzines que les auteurs souvent avaient chez eux, dans leur bibliothèque à la maison. Et là, maintenant, en 2018, le musée de la bande dessinée d'Angoulême, la cité de l'image de la bande dessinée d'Angoulême, a organisé une grosse exposition consacrée à la nouvelle génération d'auteurs du monde arabe. Donc, il y avait presque 50 auteurs exposés du Maroc à la Syrie. Et Alif Bata, on a publié le catalogue officiel de l'exposition. Et donc, du coup, ça a vraiment fait connaître toute cette production et ce monde à l'international, en France et à l'international. Oui, ça a permis de dévoiler un petit peu ce qui se faisait et de le rendre et de le partager. Mais c'est vrai qu'au début, quand j'avais une ou deux livres d'Alif Bata, j'avais déjà commencé à aller sur les stands à Angoulême. J'avais mon petit stand avec mes 2 livres et tout. Mais j'avais sur le stand aussi beaucoup de ces magazines. J'allais vous demander comment est-ce que vous choisissez vos auteurs. Ben, vous avez partiellement donc répondu en disant que c'est en allant sur place au départ. Est-ce que c'est toujours comme ça que vous faites maintenant que vous avez un petit peu de recul sur la maison? Est-ce que c'est toujours en version un peu road trip à la découverte de ce qui se fait dans un pays? Malheureusement, je ne me déplace plus autant. Et c'est vrai aussi que quand même, on a eu tous ces voyages et ces rencontres, mais aussi, Angoulême 2018, ça a été très important parce qu'il y a eu beaucoup d'auteurs qui ont été invités et que j'ai pu connaître physiquement sur place. Donc, je connaissais le travail, mais je ne les connaissais pas physiquement. Donc, du coup, oui, c'est vrai que chaque publication est liée à une rencontre physique. D'accord. Sur des salons et tout, mais aussi ici en France. Quels sont justement vos auteurs phares, leurs particularités, les messages qu'ils portent et pourquoi ils sont phares de la maison? Auteur phare, je pense que je dirais que Soumaya Wareski et Mahmoud Ben Ammar, donc les auteurs de Fatma Parapluie, qui est la bande dessinée qu'on a publiée en mai de l'année passée, qui est vraiment la bande dessinée qui nous a fait connaître
auprès du monde aussi au plus grand public et au monde aussi de la presse spécialisée en bande dessinée, parce que c'est un ouvrage vraiment remarquable au niveau graphique. Hein. C'est le premier tome d'une diptyque qui est en cours, le deuxième tome est en cours, qui raconte de ce personnage féminin complètement excentrique et mystérieux dans une casbah d'Alger des années 40 qui est en huis clos, où tous les yeux du quartier se concentrent sur ces personnages justement féminins et excentriques. Où donc les rumeurs et les mauvaises langues règnent en maître. Ce livre est vraiment la qualité graphique du roman, et le fait d'avoir fait découvrir des auteurs si talentueux nous a vraiment ouvert la porte en plus large du public et à la presse. Mais puis après, on a aussi des collaborations qui sont importantes dans le temps. Je pense par exemple à Barak Rima, auteur phare sûrement, parce qu'on va publier la prochaine publication, c'est dans le taxi, c'est une bande dessinée qu'il est en train de travailler. Mais Barak Rima, on l'a déjà publié en 2017 avec Beyrouth, la trilogie. Beyrouth, la trilogie, c'est un roman graphique autobiographique. C'est une trilogie parce qu'il recueille 3 ouvrages petits que Bara a fait et a réalisé à 20 ans de distance. Le premier, c'était 96, c'était son travail de fin d'études à Beaux-Arts de Bruxelles, et c'était donc, il relatait d'un retour à Beyrouth à la fin de la guerre civile, où Barak était plein d'espoir de voir son pays sortir de la guerre, et donc il pensait pouvoir y retourner, s'installer pour faire de la bande dessinée. Et le deuxième retour en 2017, Beyrouth Bye Bye. Et là, on voit plus le regard désabusé de Barak qui se retrouve face à une ville en pleine transformation. On voit aux promoteurs immobiliers qui sont en train de anéantir sa mémoire, son histoire et son patrimoine. Et en 2015, en 2017, Barak voulait faire clôturer cette histoire tourmentée avec Beyrouth, et il a fait un Beyrouth Rewind. Et c'est là que je l'ai connu, Barak. Et il me disait qu'il voulait faire le 3e volet. Il avait envie de revenir à Beyrouth, mais il avait envie de revenir aussi à la génération de sa mère et de parler de tous les idéaux qui étaient portés par la génération des années 60, donc les idéaux de gauche, qui étaient les idéaux qui animaient toute la génération des années 60 partout, et s'interroger aussi sur ce qui étaient devenus ses rêves et ses révoltes, en écho à tous les mouvements et à les mouvements de contestation que le Liban était en train de vivre à l'époque, notamment avec toute la crise des déchets et les manifestations que cela avait comporté. Et donc, du coup, j'avais connu Barak et je lui avais proposé de relier ces 3 ouvrages et d'en faire un seul. Donc, cette trilogie, et la collaboration avec Barak a été très belle, et une vraie amitié est née, donc une collaboration qui a continué dans le temps. On a réalisé une résidence d'écriture ici à Marseille, ça débouche sur une autre publication ensemble. On a publié une adaptation, une bande dessinée, donc classique de la littérature contemporaine marocaine, Le Pennu, qui est un titre très important de la littérature contemporaine arabe. Donc un titre très important pour être bref, parce que, si vous voulez, Mohamed Choukri, son auteur, qui parle de son enfance dans le nord du Maroc des années 40-50, et qui parle de son enfance qui a été l'enfance d'un enfant de rue, qui a fui la famine et la violence de sa famille pour se retrouver à vivre dans la rue à Tanger, où il a connu toutes les formes de violence que la couche la plus miséreuse d'une société pauvre, une société où les inégalités sont flagrantes, peut vivre. Donc de la
fin au mépris, à la violence physique, sexuelle. Et donc, du coup, cet ouvrage qui avait déferlé dans le monde arabe, parce que pour la première fois, on parlait de choses violentes et des injustices qu'un enfant pouvait vivre et subir, a été adapté par un auteur qui est un auteur très important, c'est un peu le père de la bande dessinée au Maroc. C'est un auteur qui, oui, précurseur de la bande dessinée, qui a passé 15 ans dans les prisons de Hassan II. Et pendant ces 15 ans donc, de prison, il a commencé à dessiner et à écrire et à mettre en dessin et en texte, donc en bande dessinée, les conditions de son emprisonnement, les conditions donc, toute l'histoire de la répression, de l'emprisonnement des dissidents politiques et la condition des prisonniers politiques. Il a parlé de torture, il a parlé des grèves de la faim. Et cette bande dessinée qui a été publiée dans les années 80, qui s'appelait Dans les entrailles de mon pays, a été et qui a été republiée en 2000 avec le titre On a femme bien les rats, a été l'une des premiers ouvrages de témoignages sur les années de plomb au Maroc. Et oui, c'est ça. Donc, du coup, je suis très contente parce que Alif Ba Ta est en train de mener une politique de faire connaître et découvrir des jeunes auteurs qui sont en création maintenant, mais aussi elle propose justement de connaître des ouvrages des grands classiques hein, de la littérature arabe. Et on a un projet d'ailleurs la publication d'un ouvrage très peu connu parce que tous les cartons qui contenaient les livres ont été bombardés, ils sont allés perdus, donc rares sont les exemplaires qui restent. Et là, maintenant, l'année prochaine, on veut le publier en traduction française pour le faire connaître. Donc, du coup, vaste chantier. Oui, toujours un mouvement entre passé, présent et futur, en plus, qui est visuel, donc c'est en plus important. Et, oui, riche, disons, oui. On n'est pas lié forcément à un genre, on est assez ouvert à vraiment s'ouvrir sur ce monde qu'on connaît très peu. Oui. Et est-ce que vous pensez, la thématique du salon maintenant, du salon d'Arras, donc et le monde d'après, comment est-ce que vous imaginez un peu ou anticiper déjà la création dans ce monde d'après, spécifiquement dans le monde arabe d'après, qui sera lui aussi forcément impacté par ce qui se passe à l'échelle planétaire? Alors, je ne sais pas vous répondre. Je ne peux pas vous répondre parce que je ne connais pas les intentions des auteurs. On le découvrira ensemble. Bon. Et ben, entre autres projets, parmi ce que vous venez d'évoquer et qui s'annonce, bon, on a quelques petites interférences liées à nos différentes localisations actuelles. Donc, cet entretien concernait la maison d'édition Alif Ba Ta et je me suis entretenue avec Simona Gabrielli. Merci pour cet échange. Merci beaucoup à vous avoir consacré cet espace à Alif Ba Ta. Juste une petite chose que j'ai oublié de dire avant. Oui. Et c'est qu'à Alif Ba Ta, on a un site. On a un site sur lequel on peut aussi trouver et acheter les livres directement, hein, en les commandant en ligne, en faisant donc du coup en soutenant une petite maison d'édition indépendante. Okay. Et c'est alifbata.fr. Très bien. Eh ben, merci pour cette précision et bonne lecture à nos spectateurs.